Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. À Studio Tamani, nous disons s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Ce soir, nous parlons d'un thème qui vise à promouvoir la paix et la réconciliation. Et ce numéro a pour thème la charte, un jalon dans la quête de paix et de réconciliation. Comme vous le savez, la remise officielle de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a eu lieu le mardi 22 juillet dernier. Fruit de plusieurs mois de réflexion menée par une commission nationale, ce document ambitionne de restaurer la cohésion nationale, raviver la morale républicaine et proposer une vision partagée d'un Mali stable et réconcilié. Mais que contient réellement cette charte? Serait-elle inclusive et représentative de toutes les sensibilités? Peut-elle répondre aux attentes profondes des citoyens marqués par des années de crise et de division? Autant de questions que nous abordons dans ce numéro de Grand Dialogue avec nos invités. Brema Elidiko, membre de la commission de rédaction de la Charte pour la paix et la réconciliation, Madame Fatima Meiga, journaliste, déléguée auprès de la commission, Dr Ahmadou Touré, expert en stratégie sécuritaire, médiation et gouvernance locale. Je suis Mariam Meiga, encore une fois, auditeur, téléspectateur et à nos amis qui nous suivent via les médias sociaux. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Une première question que nous allons adresser à M. Diko, c'est quoi ce document qu'on appelle la Charte pour la paix et la réconciliation? Merci bien pour l'invitation et pour la question. Vous savez, la Charte pour la paix et la réconciliation, conformément à la décision du président de la transition, est le document de référence pour toute initiative, action, activité qui concourt à la paix, à la sécurité, au vivre ensemble, à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Donc c'est un document qui comporte 16 titres, 39 chapitres, 106 articles. Donc maintenant, il y a une répartition à l'intérieur sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est la paix. Le second pilier, c'est la sécurité. Le troisième pilier, c'est la cohésion sociale. Le quatrième, c'est le vivre ensemble. Et le cinquième, c'est la réconciliation nationale. Maintenant, pour arriver en fait, à faire en sorte que ces piliers puissent être réalisés, que les objectifs puissent être atteints, il y a d'autres piliers qu'on a en fait abordés dans la deuxième partie du document qui portent sur le développement économique, sur la communication, sur les engagements en fait, des acteurs, sur les formules d'engagement, etc. Merci beaucoup pour vos mots d'introduction, Madame Fatima. Vous aviez, on peut dire entre guillemets, participé ou vous étiez déléguée auprès de la commission de rédaction pour la charte. Quel a été votre travail concrètement? On sait que les journalistes faisaient partie. Merci beaucoup pour déjà l'invitation pour Studio Tamani. C'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau-là. Nous, on arrivait vraiment en phase finale. Ça, il faut quand même le préciser et planter le décor avec ça. La commission a fait son travail et nous, il s'agissait de pouvoir participer à la restitution où on faisait une grande synthèse du document en tant que tel. Et pendant ce temps, on n'avait pas le document encore en mai. Mais j'ai eu le temps après de pouvoir lire le document et voir. En fait, il s'agissait pour nous de quoi? De voir quelques aspects qui n'avaient pas été pris en compte. Parce que la charte, effectivement, comme il a été si bien dit, c'est un document qui va retracer certaines grandes lignes pour notamment influer sur les décisions publiques. Nous, il s'agissait pour nous de faire une petite chirurgie là-dessus, de voir qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte, qu'est-ce qui a été trop pris en compte, quels sont les oublis peut-être qu'il faut rajouter à ce document. Alors, vous avez dit petite chirurgie, mais votre première impression, vous avez vu le document, certes, vous êtes venu après, mais vos premières impressions sur le document? Alors, mes premières impressions sur le document, c'est vrai que le document, il a été, de manière synthétique, a été très bien présenté. Hein. On voit que certains grands sujets de la nation ont été pris en compte. On a écouté les Maliens dans l'ensemble. Ça a été des travaux très participatifs. Je pourrais dire que le document, il est bien fait. Franchement, s'il faut le dire à ce stade-là, il est quand même bien pris
Parce qu'on voit que tous les domaines prennent en compte tout ce qui concerne la paix, la cohésion sociale, la stabilité, et quels sont les leviers, voilà, les leviers sur lesquels on doit s'appuyer pour garantir cela. Docteur Touré, je me tourne vers vous. Quel est votre regard ou vos impressions sur la rédaction de ce document appelé Charte pour la paix et la réconciliation? Ma lecture sur ce document, pour moi, c'est une grande opportunité pour nous, Maliens, de parvenir à la paix. Parce qu'on a constaté, au-delà de nos différends, la réconciliation reste le seul chemin vers un Mali où chaque enfant pourra grandir en paix et en sécurité. Et si on fait une lecture approfondie de ce document, qu'est-ce qui ressort? La charte tend la main à tous les Maliens. Elle nous interpelle à ce que chacun de nous puisse être un acteur de la paix, un acteur de la cohésion sociale, un acteur du vivre ensemble. Donc au-delà de tout ce qui nous différencie, nous nous retrouvons autour de quoi? Autour d'un Mali unique, prospère et souverain. C'est un document qui, moi, le seul défi qui pourrait se poser, c'est la mise en œuvre et l'appropriation des uns et des autres. Sinon, le document en soi est parfait, de fond, de forme et de qualité exceptionnelle. Donc, il n'y a rien à dire, c'est juste l'application que nous attendons et l'appropriation des uns et des autres. Alors, nous allons y venir au cours de cette émission. Tout à fait. Docteur Dicko, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu du déroulé pour la rédaction du document? Comment les travaux se sont déroulés? Bien, vous savez, pour parler de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, il faut rappeler le contexte qui en fait a conduit à la rédaction donc, de la charte pour ensuite évoquer la question du processus. Rapidement, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, lors de son adresse le 31 décembre 2024, enfin la veille de l'année 2024, a annoncé l'appropriation nationale du processus de paix. Donc, suite à cette annonce le 31 décembre 2023, à partir de janvier, le gouvernement malien a fait un communiqué pour dire que l'accord d'Alger est caduc et ensuite que le Mali est sorti complètement de l'accord. Donc, et le président donc, a souhaité que désormais le linge sale se lave en famille parce que vous savez de tout le temps qu'il y a des crises au Mali. On a eu 4 rébellions par exemple, à part la première rébellion qui n'a pas donné lieu à un accord. La rébellion de 1990 a donné lieu à un accord. Ensuite, il y a eu la rébellion de 2006, la rébellion de 2012. Donc, à chaque fois, on va en fait, se mettre à disposition d'autres acteurs qui rasent un peu notre tête à notre absence d'une certaine manière. Ou du moins, en tout cas, il y a d'autres personnes qui se mêlent de nos affaires. Et vous savez que lorsqu'il y a des tierces qui se mêlent de la gestion d'un problème, cela se fait un peu avec des intérêts divergents. Et donc, suite à cette annonce et cette volonté donc, politique, le président de la transition a mis en place d'abord un comité de pilotage du dialogue intermalien qui s'est tenu de février à mai 2024. À la fois à l'intérieur du Mali, donc dans l'ensemble des communes. Donc, au Mali, il y a 814 communes et le dialogue s'est tenu dans 764 communes. Donc, les autres, pour des raisons de sécurité, n'ont pas pu être atteintes, mais les populations ont été délocalisées dans les chefs-lieux de région pour pouvoir tenir le dialogue. Et le dialogue s'est tenu aussi au niveau de nos missions diplomatiques et consulaires. Donc, les Maliens de la diaspora ont contribué au processus. Et vous savez, à l'intérieur du Mali, il y a les déplacés internes et il y a aussi les réfugiés dans les pays voisins, notamment en Mauritanie, au Niger et au Burkina. Donc, ces réfugiés et ces déplacés ont pu participer au processus dans les zones d'installation. Et donc, suite à ça, il y a eu 3002 recommandations. Donc, 300 ont été lues lors de la cérémonie officielle de la remise du rapport du dialogue intermalien. Et 5 résolutions avaient été prises. Donc, sur les 5 résolutions, la deuxième résolution du dialogue intermalien avait recommandé la rédaction d'une charte pour la paix et la réconciliation. Et comme c'était un processus, ce qui se passe, c'est que le président de la transition a mis en place une nouvelle commission chargé de la rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Donc, ce projet, cela a pris à peu près 4 mois. Nous avons consulté les institutions de la République, les forces vives. Donc, on a fait tout le même processus participatif pour écouter les gens, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et le document a été remis au président de la transition. Donc, suite à ça, il a encore mis en place une nouvelle commission maintenant pour rédiger le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Donc, cela s'est passé à compter de janvier 2025. Nous avons commencé à travailler et pour travailler, ce qu'on s'est dit, OK, on a écrit un avant-projet qui a été certes remis au président de la transition, mais les Maliens ne l'ont pas découvert. Donc, il faudrait le vulgariser. Donc, le document a été publié sur notre site Internet. On avait un site Internet, on avait des pages Facebook, des pages Twitter. Donc, le document a été vulgarisé en ligne. Des débats ont été organisés dans
sur les médias et tout. Et donc, on a fait des rencontres avec les forces vives, donc les représentants des femmes, des jeunes, des syndicats, etc., les confessions religieuses, au Centre international de conférence de Bamako. Donc, les gens ont donné leurs impressions sur l'avant-projet. Ils ont fait des observations, des commentaires, et ils ont dit, voilà encore des dispositions qu'on aimerait voir figurer dans les projets pour lesquels vous avez été mandaté cette fois-ci. Donc, on a dit, OK, on a repris maintenant l'architecture de l'avant-projet. Donc, l'avant-projet de la charte a servi de base pour la rédaction du projet. Et comme on a écouté les Maliens, les forces vives, toutes les institutions, y compris des anciens présidents et des anciens premiers ministres, la nouvelle architecture, une fois qu'on l'a définie, on s'est dit, OK, il faudrait donc échanger encore une fois avec les mêmes acteurs pour recueillir leurs observations sur quelles dispositions il faudrait mettre dedans. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, on est arrivé en fait à un document qui est intitulé le projet de la charte et qui a été remis au président de la transition le 22 juillet 2025. Merci beaucoup. Je résume du dialogue intermalien à l'avant-projet de la charte, de l'avant-projet de la charte au projet et du projet au document final de la charte nationale pour la paix et la réconciliation. Une question pour vous deux. Fatima Maïga, je commencerai par vous. Est-ce que, d'après les explications données par Brimo, on peut dire que le caractère inclusivité a été respecté? Alors moi, je ne sais pas s'il faut que je puisse dire, ça c'est personnel quand même. Non, quand on l'écoute par rapport au déroulé des ça a été très participatif plus qu'inclusif. Parce qu'inclusif, il faut le dire quand même, pendant tout ce processus-là, il y a des acteurs qui ne sont pas intégrés à ces travaux-là. Les acteurs, ils sont bien connus. On sait très bien que cette charge est faite à bon escient pour pouvoir remplacer l'accord, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Maintenant, l'accord, il y avait des acteurs, il y avait des protagonistes qui ne se retrouvent pas entièrement, même si les appels ont été faits. Ça, il faut quand même le dire. On a appelé tous les Maliens dans l'ensemble à pouvoir venir travailler et à dire les vérités pendant ces travaux entre le dialogue intermalien, maintenant la charte, maintenant les acteurs. Il y a eu des absents. Il y a eu des absents. Est-ce que ça permet en ce sens de pouvoir dire que ça a été inclusif à 100%? C'est la grande question. Comme qui? Les groupes terroristes, les groupes armés, il faut quand même le dire, c'est quand même des acteurs assez importants. Parce que s'ils ont été ceux qui ont signé l'accord pour la paix issu du processus d'Alger et qui ne se retrouvent pas avec la charte, c'est quand même des absents quelque part. Maintenant, moi, à mon avis, je pense que la charte a été hyper participative. Ça, il faut le dire, parce qu'il y a eu... on a écouté les Maliens, vraiment dans les régions, au sein de Bamako, au sein de la diaspora. Il y a eu un travail de fond qui a été fait, un travail de qualité aussi, quand même qu'il faut reconnaître ici. Voilà. Docteur Ahmadou, est-ce que vous êtes d'avis avec Fatima que la charte, les travaux ont été hyper participatifs qu'inclusifs? Bon, j'ai une lecture contraire parce que pour moi, elle a été participative et inclusive. De ce point de vue que le contexte de 2017 où il y avait un premier projet de charte, le contexte en 2017, il y avait l'accord. En 2025, il n'y a pas d'accord. Donc l'appel a été lancé à tous ceux qui doivent venir, peuvent venir. Mais le contexte a évolué. Ça veut dire que les acteurs qu'on appelle les groupes terroristes, les groupes armés, ne sont plus des groupes armés, ils ont une connotation de groupes terroristes. Donc le président de la terroriste a été clair, c'est-à-dire que les groupes terroristes doivent déposer les armes, les conditions préalables pour pouvoir revenir dans le cadre de la charte, pour pouvoir négocier. Mais il y a aussi des préalables. Les préalables, c'est quoi? Pour nous, Tombouctiens, il y a eu des bavures. Il y a eu les bateaux de Tombouctou. Nous avons perdu beaucoup de parents. Donc pour nous, tous ceux qui doivent s'inscrire dans cette charte doivent passer par la justice et qu'il y ait réparation pour les victimes. Donc ceux qui doivent venir peuvent venir. Mais ceux-ci ne viendront pas parce qu'ils ont pris des armes contre le Mali. Et aussi, il y aura aussi des connotations des groupes armés qu'on appelle le FLA avec le GNIM et Daesh qui luttent contre le Mali. Donc dès qu'ils prennent des armes contre la nation, ils ne peuvent pas venir. Donc c'est pour dire que s'ils doivent venir, ils doivent remplir les critères. Donc c'est pour moi, ça a été participatif et inclusif pour ceux qui ont choisi de venir. Mais quand tu choisis de ne pas venir, c'est un choix. Choisir de ne pas choisir, c'est toujours un choix. Donc c'est pour dire que le libre arbitre les a obligés à ne pas venir. Donc c'est de leur responsabilité. Donc c'est pour tous ceux qui doivent venir, peuvent venir, mais dans le cadre de la République et dans le cadre pour nous, Tombouctiens, de la réparation et de la justice, ce qu'on appelle l'équité dans la bonne gouvernance. On a la chance d'avoir quelqu'un qui a participé aux travaux. Monsieur Diko, est-ce que cette question a été soulevée
avec ce que Fatima vient de dire tout à l'heure, les absents lors de ces travaux-là? Vous savez, je respecte tous les points de vue et c'est ça aussi, chacun en fait a sa façon de comprendre. Il y a ceux qui sont de l'intérieur et puis il y a ceux qui sont, c'est aussi ça la charte. D'abord dire qu'il n'y a pas eu de volonté d'exclusion d'un acteur. Ça c'est très clair. Le président de la transition, quand il a signé un décret, il a demandé de consulter tout le monde. Et il a dit les forces vives, les institutions de la République, les anciens présidents, les anciens premiers ministres, c'est ce que nous avons fait. Il se trouve que dès le début, dès que le président a signé le décret pour dire qu'on va organiser le dialogue intermalien, les acteurs dont on parle, donc, qui s'étaient réunis au sein de la coordination Moubar Lazawad à l'époque avant de devenir FLA, ont fait un communiqué le lendemain pour dire qu'ils ne vont pas participer. Donc eux-mêmes ont décidé de ne pas participer. Ils se sont auto-exclus. Donc il ne faut pas que les gens, il faut vraiment qu'on garde ça à l'esprit. C'est eux qui ont fait un communiqué pour dire qu'ils ne vont pas participer au dialogue intermalien. Pour eux, le seul cadre de discussion reste l'accord d'Alger. Or, le gouvernement a dit l'accord est caduc et après le 25 janvier 2024, on a fait un communiqué pour dire que le Mali est sorti de l'accord, donc il n'y a plus d'accord d'Alger. Et donc, dire que moi je ne discute qu'à travers l'accord, donc finalement c'est s'auto-exclure d'un processus qui est un processus national. Ça, c'est le premier élément qu'il faut rappeler et c'est important de le dire parce que les archives sont là, c'est qui ont fait un communiqué qui est sur Internet. La deuxième chose, c'est qu'ils ont pris des armes au nom de communautés. Ces communautés habitent où? À Gao, à Tombouctou, à Kidal, à Aguelhok, à Tessalit. Le dialogue s'est tenu à Gao, le dialogue s'est tenu à Tombouctou, à Ber, à Aguelhok, à Tessalit, donc auprès des communautés au nom desquelles ils ont pris les armes. Ils ont dit qu'eux ne dialoguent pas, ce n'est pas grave, ce sont des individus comme d'autres, ils sont des porte-parole, mais les communautés au nom desquelles ils se battent ont participé au processus. Les archives sont là. Les rapports sont là pour dire que les communautés de toutes ces régions, au nom desquelles les groupes armés se sont battus, ont participé au dialogue. Ça, c'est quand même aussi très clair qu'il faut le dire. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place un site Internet. Il y ait un mandat d'arrêt contre soi ou pas, si on se dit qu'on est malien et que vraiment on veut contribuer à la paix, on peut rester là où on veut, à travers le monde, pour cliquer et envoyer des contributions. Nous avons, à travers le site Internet, reçu plus de 3700 recommandations, propositions individuelles des Maliens qui voulaient faire des contributions. Donc, on ne peut pas, en fait, obliger quelqu'un à participer à un processus lorsque lui-même décide de ne pas participer. Pour finir, à ce stade, je voulais dire, contrairement à ce que beaucoup de Maliens pensent, la charte n'a pas été rédigée pour remplacer l'accord. Pas du tout. C'est-à-dire que le gouvernement malien a dit que l'accord est caduc et que nous sortons de l'accord. Et le président de la transition a dit désormais, il y a beaucoup de problèmes au Mali. Les questions politiques liées à la rébellion sont une partie des problèmes du Mali. Ce n'est pas le problème du Mali. Il faudrait que toutes les communautés puissent dialoguer. Et c'est pour ça qu'on a fait les dialogues à partir des communes, puis à partir des régions et de diaspora et une phase nationale à Bamako où tous les délégués sont venus. Les gouverneurs sont venus avec des délégués, femmes, hommes, chefferies de village, etc., sont venus à Bamako. Et quand les gens sont venus, ils ont exprimé leurs préoccupations. Vous savez bien que la région de Kaye a soulevé les questions liées à l'esclavage par ascendance, aux questions migratoires, aux questions de développement. Le centre du Mali, des conflits intercommunautaires, des conflits intracommunautaires, des questions liées au terrorisme. Donc chaque zone du Mali, il y a des zones qui sont venues, Bamako par exemple, des questions de chômage des jeunes. Donc la charte a été rédigée pas seulement pour remplacer l'accord, pour prendre en compte les questions liées à la rébellion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de rébellion? Ça, c'est un seul pan de la charte. Et pour adresser les autres problèmes en lien avec les ressources naturelles, le foncier est traité dans la charte. Alors, M. Dicko, nous allons revenir vers vous pour que vous nous fassiez une brève description du contenu de la charte. Le temps de venir vers Dr Ahmadou Touré, est-ce que quelle est la valeur juridique qu'on peut apporter à ce document-là? La valeur juridique, c'est que c'est un outil de référence publique, un outil de gestion des affaires publiques. Et en ce moment, que ça va être validé par le CNT, ça a été dit, ça doit passer par le CNT. Et il y aura l'observatoire de suivi de la mise en œuvre. Donc la valeur juridique aussi, c'est que ça résume un peu les enseignements des accords et des cessez-le-feu. Donc c'est pour dire qu'on a pris le temps nécessaire de revoir tout le processus, les manquements et les insuffisances. Les insuffisances étaient qu'à chaque moment ou à tous les coups, le Mali se fait intervenir par des acteurs indirects qui ne sont pas liés dans le conflit, tels que le médiateur. Dans ce cas spécifique, on n'a plus de médiateur. Ça veut dire que c'est une gestion endogène. Nous-mêmes, nous gérons le problème. Chaque Malien est acteur de paix. Donc la deuxième spécificité est qu'il n'y a pas un accord de paix avec les armes. Donc c'est un accord de paix avec les hommes désarmés. Donc ça corrige aussi la deuxième particularité de tout ce que nous avons eu comme échec. Et ça prouve aussi que
la valeur institutionnelle et la valeur politique est que les Maliens vraiment ont assez eu de problèmes avec les accords, avec la rébellion, qui ne s'attaquent pas aux problèmes politiques, mais qui empêchent en réalité au pays de se développer. Parce que ces accords nous empêchent, quand je dis ça nous empêche de développer, veut dire quoi? Combien de milliards ont été injectés dans les zones de conflit? Il suffit juste d'aller voir qu'il rien n'a été fait. Donc, c'est pour dire que nous prenons notre développement, nous prenons notre souveraineté, nous prenons notre responsabilité pour aller de l'avant. Donc, c'est la valeur institutionnelle, à mon avis, va attendre à ce que ça doit être validé par le CNT. Mais le président l'a dit, ça va lui servir d'outil de gestion publique et un document de référence. Un exemple, s'il va prendre des décrets ou bien des décisions, il peut se dire, vu la charte pour la paix et la réconciliation, je prends telle décision. Bon, le Premier ministre même l'a dit lors de son allocution il faudrait que les Maliens s'attendent à des décisions douloureuses. Donc, cela veut dire que des décisions vont être prises, mais qui, au nom de la nation, il faut prendre cette décision. Par exemple, bon, ça c'est entre guillemets des amnesties, ou bien pour favoriser ceux qui veulent venir, mais qui ont perdu la justice. Mais ce qui nous rassure, toute personne qui doit venir, ça a été dit, moi je vais répéter encore, qui doivent passer devant la justice d'abord. La justice devrait faire son travail, malgré que le président peut prendre une décision douloureuse pour la nation que nous allons accepter. Madame Fatima, tantôt, si je me base sur ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ce document pourrait-il être aujourd'hui la réponse aux maux dont souffrent les Maliens au quotidien, l'insécurité, la justice, l'emploi, l'économie? Comme vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont participé, bien vrai que des sensibilités étaient absentes. Moi, je pense que oui, pour aller terre à terre, hein, le document en tant que tel a pu mettre un canevas, a pu donner une certaine structure, une certaine forme sur l'avancement même des affaires de la nation à tous les niveaux. C'est un document qui peut, en principe, je répète bien, en principe, pouvoir donner la paix, la cohésion sociale, un développement, le vivre ensemble, une certaine sécurité dans tous les sens aux citoyens maliens. Mais tout cela va se poser par rapport à la mise en œuvre. Donc, tant que le document, après promulgation, on va voir ce que l'Observatoire fera comme boulot, le plan stratégique qui va sortir de tout ça là pour pouvoir travailler, aller vers les Maliens, vraiment le document qui soit accessible, mais le document qui soit surtout compréhensible. Parce qu'on parle de donner le document aux Maliens à toutes les langues. Mais à toutes les langues, est-ce qu'ils vont comprendre? Parce que c'est ça aussi qu'il faudrait. Et comprendre sur la durée. Parce que j'ai le document, je le lis, je comprends les choses, je mets dans le tiroir et je passe à autre chose. C'est pas ça. Il faut une répétition, il faut une super bonne communication. Il faut vraiment associer les vrais acteurs, les structures, tous ceux qui sont comme points clés pour que les Maliens arrivent à comprendre et intégrer cela dans leurs habitudes. Ensuite, dérouler le tapis. Alors, le document, quand même, quelque part, quand on lit de long à large, de haut en bas, on se rend compte qu'à tous les aspects de la gestion, de la gouvernance de l'État Mali, on prend en compte la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la sécurité des Maliens. Maintenant, comment cela va se traduire? On attend aussi de voir les politiques derrière qui vont suivre, tout simplement. Donc, quelque part, oui, le document, il peut le faire. Le document, il est le document sacro-saint pour diriger ce pays. Mais après, on attend de voir la mise en œuvre. Moi, je le dis tout de suite en tant que femme de médias qui observe un petit peu tout ça de très, très près même pour dire, à partir d'une année, on pourra déjà faire une première évaluation, à savoir si les Maliens ont vraiment intégré cette charte. Justement, vous parlez de délai. Est-ce que cette charte a une durée de vie? Deux questions en une. Est-ce que également vous pouvez nous faire une brève description de ce qui se trouve à l'intérieur? Alors, la charte, comme je dis, sera vraiment le document, pas un document, le document de référence en matière de paix, de sécurité, de cohésion sociale, de vivre ensemble et de réconciliation nationale. Donc, c'est un document, le voilà, donc il comporte 16 titres, 39 chapitres, 106 articles.
Et donc, les 5 piliers que je viens d'évoquer, la sécurité, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la réconciliation, sont les premiers 5 piliers. Maintenant, pour pouvoir les adresser, il y a d'autres aspects, comme Fadima l'a rappelé tout à l'heure, qui ont été pris en compte, des titres sur le développement économique. Dans ce titre de développement économique, par exemple, vous avez des aspects importants sur la question de la gestion des ressources minérales. Donc, il n'y a pas que l'or, mais toutes les ressources minérales, la question de l'environnement, la question du foncier, le chômage des jeunes, d'autres titres sur la responsabilité des acteurs. Qui doit faire quoi? Parmi ces acteurs, il y a par exemple l'État, il y a les collectivités territoriales, les autorités de légitimité traditionnelle, vous avez les confessions religieuses, les syndicats, le secteur privé, les citoyens qui sont autant d'acteurs qui sont identifiés. Chacun doit jouer sa partition pour que justement le document, sa mise en œuvre en fait n'incombe pas qu'aux autorités étatiques, ça incombe en fait à tout le monde, y compris aux professionnels de médias comme Fadima d'ailleurs est en train de jouer son rôle, comme Touré le fait, comme toi-même aussi et d'autres qui ont commencé en fait à faire ce travail et qui doivent le faire. Après, dans la charte, vous avez des rappels importants. Vous savez, l'être humain, ce sont des valeurs qui font que nous arrivons à être de bons citoyens, de bons patriotes. Ces valeurs-là sont rappelées, notamment la question du dialogue, la question du pardon, la question de la tolérance, la question de l'honnêteté, la question de la conscience professionnelle, la question du travail, etc. Donc, ce sont des valeurs qui sont rappelées, qui sont ce que nous appelons des valeurs partagées. Après, il y a d'autres dimensions qu'on rappelle, notamment sur la question de la justice, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, la question de la répression, justement de la corruption, à la fois du corrupteur, mais aussi du corrompu. Et à ce niveau, on se dit la justice coutumière, elle est la plus usitée. Donc, c'est pour ça que nous avons donné une grande place au mode alternatif et traditionnel de règlement des conflits. Donc, ces mécanismes-là sont rappelés. Et parce que traditionnellement, nous avons des institutions comme les chefferies, comme le Toguna, comme le système Djouro, comme le Cadi dans les régions du Nord, mais aussi d'autres mécanismes comme la parenté à plaisanterie, les alliances matrimoniales, donc la coopération, les rencontres qu'on fait au niveau des foires, les activités sportives, tout ça qui permettent la cohésion sociale, sont des activités qui sont rappelées. Et le dernier élément important, pour ne pas être long, c'est la question de l'éducation. Il y a tout un titre consacré à l'éducation. L'éducation préscolaire, scolaire, l'éducation à l'université, l'éducation à l'environnement, l'éducation à la santé, pour dire que finalement, la base, c'est l'éducation. Nous naissons dans des familles. Aujourd'hui, c'est plutôt la cupidité qui règne. Papa et maman, en fait, travaillent, il n'y a aucun problème pour ça. Mais après, souvent, on a démissionné. Donc, c'est plutôt l'argent. L'argent devient le baromètre de la réussite. Et il est important, si on veut la refondation de l'État, si on veut une gouvernance juste et équitable, si on veut que chacun ait sa place, il faudrait que d'abord qu'il y ait une prise de conscience et que les familles jouent leur rôle. Et ensuite, l'école va jouer son rôle. Et après, bien entendu, on peut compter sur l'État, les collectivités et les autres acteurs. Alors, la question sur la durée n'a pas été répondue. Je viens vers vous, Fatima Touré. En fait, pourquoi je le dis? Parce qu'en juin 2017, je sais qu'il y avait un document issu, si je ne me trompe pas, des conclusions de la conférence d'entente nationale, un document appelé Charte pour la paix et l'unité. C'est important et de ce document aujourd'hui, qu'est-ce qui va fondamentalement changer? Je sais, il faut préciser, effectivement, en 2017, suite à la signature de l'accord d'Alger en 2015, il y a eu la conférence d'entente nationale en 2017 et après, il y a une commission pour rédiger la charte pour la paix et la réconciliation. Sauf que ce document n'a jamais été finalisé, il n'a jamais été remis officiellement, donc n'a jamais été mis en œuvre. Ça, c'est un élément important pour l'histoire, parce que les gens en parlent beaucoup, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. Pour finir sur la durée, comme c'est le document de référence, il est fait pour la vie. Maintenant, quand on va, comme dit Fadima, mettre le document en œuvre, on verra que la société malienne va évoluer, le contexte va évoluer, les acteurs auront d'autres besoins dans ces cas-là. Bien entendu, ce document, comme d'autres, doivent être relus pour l'adapter au nouveau contexte qui va venir. Mais sinon, il est fait pour l'avenir. Fatima, comment faire aujourd'hui que ce document cette charte ne soit pas qu'un document de trop déposé? Comme il l'a dit, il y a eu la conférence d'entente nationale où les conclusions ont été déposées. Pour éviter que ce soit déposé, je pense que le plus gros boulot que vraiment l'Observatoire ne doit absolument pas négliger, c'est vraiment de faire en sorte que tous les Maliens, où qu'ils soient, arrivent à intégrer le document en question, qu'il arrive à comprendre ligne par ligne, article par article, en tout cas sur les grands sujets de la nation. Parce que comme on l'a si bien vu dans ce document, on parle de cohésion sociale,
On parle de plusieurs valeurs. Les valeurs qui, en réalité, ce n'est qu'un rappel, quelque part. Moi, quand je regarde le document et que je lis, je vois deux choses. Je vois la première des choses, c'est un rappel. C'est un rappel de principes de société, des principes de gouvernance, des principes de justice, qui n'est pas nouveau. En gros, ce n'est pas nouveau. Mais il s'agirait d'être vraiment très à cheval là-dessus, d'avoir un regard, de revoir vraiment de très près tout cela. Et quand je regarde le document et que je le lis vraiment, j'ai l'impression de lire quelque part une politique générale de gouvernance, simplement. Parce que c'est un document, c'est vrai, c'est une référence, mais ce n'est pas un document qui va venir résoudre tous les problèmes en une seule fois. C'est un document qui va faire un rappel, peut-être par rapport à nos différentes institutions, par rapport à nos différents ministères, comme quoi il faut tendre à aller vers ça. Il faut revoir les politiques et faire des réformes qu'il faut pour qu'on ait une bonne marche, tout simplement, de la nation et qu'on ait un pays finalement bien gouverné. Mais dans un premier temps aussi, ce qu'il faut pour que ça marche bien, c'est vraiment de le mettre sous la main des citoyens. Et ce citoyen fera le contrepoids. Le citoyen doit faire la veille citoyenne pour que tout cela soit mis en œuvre de manière positive. Mais comment faire aujourd'hui que ce document arrive aux citoyens lambda, que le citoyen lambda puisse se l'approprier? La formule la plus simple et la plus classique, et on ne l'invente pas, c'est les médias. On a la radio, on a la télé, on a les journaux, on a l'Internet, on a tout. Il faudrait, dans un premier temps, bien recentrer les choses avec les médias. Comme on le sait très bien, et ça a été vu lors de la restitution, c'est qu'au niveau de ce document, il peut y avoir des incompréhensions. Par exemple, un média qui se retrouve dans une zone où il y a les attaques terroristes, il ne va pas avoir sûrement la même interprétation qu'un média qui se retrouve, par exemple, sur Bamako. Mais c'est à cet observatoire de voir comment travailler, quelle approche travailler, mais inclure le plus que possible les médias. Mais vraiment, à tous les niveaux, d'inclure les médias et de faire en sorte qu'il y a vraiment une divulgation maximum à tous les niveaux. Ensuite, il y a des acteurs qui, à mon sens, sont quand même assez importants. Ce sont les acteurs communautaires, les acteurs religieux. C'est au niveau des marchés, c'est au niveau des associations de regroupement de femmes, par exemple, qui peut faire en sorte que dans des causeries, après les prêches, un espace où on parle, où il y a discussion, de pouvoir évacuer tout ça. Et pourquoi pas de faire en sorte qu'on puisse avoir une campagne même de porte-à-porte ou de commune à commune pour pouvoir adresser tout ça aux citoyens. Mais est-ce que le Mali dispose actuellement des moyens adéquats pour pour appliquer toutes ces recommandations issues de cette charte-là aujourd'hui? Alors moi, je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas répondre à votre question. Ça reste en suspens, donc. Parce que je pense que c'est les autorités maliennes qui peuvent répondre à cette question s'ils ont les moyens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir avoir des moyens colossaux. Parce qu'en regardant cette charte, les services sociaux de base, on sait très bien que c'est un gros sujet. Ici au Mali, est-ce que tous les Maliens ont réellement accès à la santé, à l'éducation, à toute forme de sécurité alimentaire et tout ça? C'est la grande question. Et moi, je ne peux pas répondre à ça. Je pense que c'est les autorités qui pourront dire s'ils ont réellement les moyens. Mais ce qui est sûr, il faut avoir des moyens colossaux. Parce que tout simplement, ces moyens-là sont des moyens qui vont s'aligner avec les moyens qu'il faut pour mettre à bien les politiques du pays. Alors, docteur Hamadou, qu'avez-vous à répondre à ceux qui pensent que ce document est une charte de trop, un document de plus? Bon, ils n'ont pas compris et c'est une très mauvaise lecture. Parce qu'il faudrait faire le Mali pour comprendre que c'est une grande opportunité. Une opportunité, c'est que mon professeur l'a rappelé. En 2017, il y avait au moins l'accord d'Alger. En ce moment, il n'y a pas d'accord. En 2025, il n'y a pas d'accord. Donc, c'était un complément qui n'a pas officiellement été promis. Donc, c'est pour que les gens comprennent. Un document de trop, pourquoi? Parce qu'on a fait combien d'accords? Combien de sujets fait? Pour une première fois, on a une charte inter-malienne à financement malien et à mise en œuvre malien inter-mali. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'est une grande opportunité et c'est une première fois dans l'histoire. Dans les accords de paix, généralement, c'est les intermédiaires.
Vous allez voir entre la Thaïlande et le Cambodge, c'était un pays voisin qui les a arrangés, ainsi de suite. Donc Donald Trump s'est interpellé. Donc c'est-à-dire que c'est une première fois où on voit que c'est les acteurs même concernés, les acteurs directs qu'on appelle la médiation, c'est les acteurs directs du conflit qui s'imposent pour apporter la paix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre Waguel l'a souligné. Tous ceux qui ne sont pas venus dans l'accord se sont retrouvés dans le terrorisme, qu'on soit clair. Et je n'ai jamais vu un pays qui négocie sa souveraineté et son intégrité territoriale avec des terroristes. Maintenant, un accord de paix pour ceux qui veulent saboter. Parce que pour nous, ce que nous attendons, c'est l'appropriation, la mise en œuvre. Et cette mise en œuvre concerne l'ensemble des Maliens, internes comme externes. C'est-à-dire qu'on attend juste la mise en œuvre. Et madame l'a souligné, il faut la communication, il faut la sensibilisation. Mais au-delà de tout ceci, moi, ce que je propose, qu'on aille vers d'autres rencontres, des restitutions d'abord, comme ça a été fait, avant d'impliquer les médias. Parce que souvent, certains médias, ou par malintention, certains peuvent mal interpréter les propos. Mais comment aller? Je me dis qu'il y a eu assez de restitutions, parce qu'il y a eu plusieurs rencontres. Docteur Diko l'a dit dans son intervention que c'est du dialogue intermalien qu'on est arrivé à l'avant-projet du projet jusqu'à la charte. Quand on parle de restitution, c'est-à-dire la version finalisée, ce qui a été remis officiellement au président de la transition, a besoin d'être restitué aux populations. Voici ce que vous avez dit, mais voici ce qui a été retenu, voici le document, et interpréter les mots, les virgules, comme l'a dit le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, les virgules, les points, les pointes. Sinon, il y a toujours des mal intentionnés qui vont s'engager dans une désinformation totale pour saboter. Et un document de trop, parce que ceux-ci ne veulent pas la paix. Nous, nous voulons la paix, nous voulons retourner chez nous, nous voulons que les écoles s'ouvrent pour amorcer le développement. Et sans ce document qui va servir de base, ça va être très difficile. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ce document, c'est une méthode endogène. Comme l'a dit le professeur, c'est la paix, la réconciliation, le pardon, on se reconnaît dedans. Et le Mali a besoin de ce document pour aller de l'avant. Sans ce document, ça va être très difficile. C'est que les gens pensent qu'il faudrait la médiation, il faudrait attendre le financement extérieur comme certains se sont habitués. Ce document est purement un document de référence de politique publique. Et le financement est purement malien et la mise en œuvre aussi, elle est malienne. Docteur Diko, vous avez commencé, vous allez clôturer cette émission pour nous. Vos deux co-débatteurs ont parlé tantôt de l'appropriation. D'accord, je vais venir, vous aurez la parole. Donc, Fatima risquera de clôturer donc, cette émission. Comment faire aujourd'hui pour que ce document, je ne sais pas, au cours des travaux, si vous en avez discuté, l'appropriation de ce document-là aujourd'hui par les Maliens? La question de l'appropriation est évoquée dans le projet de la charte que j'ai montré tout à l'heure. Nous avons prévu que le document soit traduit dans les 13 langues officielles que certains appellent les langues nationales. Donc ce travail a déjà commencé, mais on attend la mouture validée par le CNT parce que le CNT doit voter le document. Si cela passe l'étape CNT, le président de la transition va promulguer, donc ça va devenir une loi. Et donc c'est ce document maintenant qui va être traduit dans les différentes langues. Ça c'est le premier élément, enseigné partout, à la fois dans les écoles privées et publiques. Ça sera enseigné? Ça sera enseigné dans les écoles privées et publiques. Donc on a vraiment dit de mettre clairement dans le curricula. La troisième chose, c'est qu'en fait, on a même demandé une traduction en braille et en gros caractères pour ceux qui ont des problèmes de vision, parce qu'on a quand même des personnes vivant avec un handicap. On a proposé l'affichage dans les lieux publics, on a proposé des campagnes de sensibilisation dans les foires, les marchés, etc. Donc tout ça, ce sont des aspects qui sont importants. Et le rôle des médias, Fadima en fait, l'a évoqué, a été clairement souligné à tout un chapitre dédié à qu'est-ce que le média doit faire. Et aussi, il y a même la rubrique sur la guerre informationnelle, parce que aussi dans un contexte où il y a beaucoup de désinformation, de malinformation, qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est le rôle des médias, des communicateurs traditionnels. Ce sont des aspects importants. Bien entendu, j'ai parlé des acteurs. Et parmi ces acteurs, chacun de ces acteurs a une responsabilité à jouer dans la promotion de la charte. L'État, les collectivités territoriales, les confessions religieuses, les autorités légitimes traditionnelles, la société civile, les syndicats, le secteur privé, etc. Donc chacun, les citoyens, chacun doit jouer sa partition pour que le document puisse être compris par les Maliens. Touré l'a dit, les restitutions, on ne peut pas faire économie des restitutions, il faudrait les faire pour que aussi des gens puissent aussi expliquer pourquoi certaines dispositions ont été prises en compte et pas d'autres. Fatima? Oui, moi ce que j'ajouterais par rapport à ce document quand même, c'est clair. Je pense que vaille que vaille, il faudrait que le citoyen malien s'approprie vraiment de... Parce qu'il est souligné dans le document, la conscience professionnelle. Voilà, je le dis ici parce que c'est
une nation qui se construit, c'est une nation où la majorité des citoyens qui travaillent, en tout cas, ou qui ont des activités professionnelles, puissent avoir cette conscience professionnelle. Et là, pour le Mali aujourd'hui, il faut le dire la vérité, c'est hyper important. Ce document aussi doit avoir à l'œil la transparence. La transparence à tous les niveaux, pas la transparence juste dans la gestion de l'État, c'est la transparence en mettant l'information accessible pour tous les citoyens et surtout pour nous, hommes, femmes de la presse, parce qu'on le sait très bien, ce chapitre est évoqué ailleurs, pas forcément dans la charte, mais qui rend des comptes aux citoyens, aux populations et transparent dans la gestion. Donc c'est un petit peu ça. Et aussi, ce qui est clair là-dessus, c'est surtout avoir un focus assez énorme sur la lutte contre l'impunité. Mais vraiment, la lutte contre l'impunité, il est temps vraiment qu'à travers ce document, les pouvoirs publics prennent ça en compte carrément au quotidien et que les Maliens ressentent que si je faute, que si je commets un acte qui ne va pas dans le bon sens ou qui porte préjudice même à ma communauté, voilà, je risque cette sanction pour avoir commis l'acte qu'il ne fallait pas. Je vois Bréma qui veut ajouter quelque chose. Il nous reste 2 petites minutes avant de clôturer. En fait, vous savez, quand on a fait l'atelier de restitution, du 20 au 22 juillet 2025, des participants qui sont venus des régions, donc des communes et de la diaspora, chacun a reçu un exemplaire de document. Et ces délégués représentent des fêtières, donc des jeunes, des femmes, etc. Pour le moment, ces délégués doivent polycopier, remettre le document, aussi le restituer auprès de leur base, en attendant la validation par le CNT pour qu'on ait la mouture finale qui donc va être vulgarisée, comme les 2 co-débatteurs en fait l'ont souligné. Merci beaucoup et ce sont sous vos mots que va prendre fin cette émission de débat Le Grand Dialogue. Nos invités sont quand même unanimes que la charte c'est le document de référence pour la promotion de la paix et la réconciliation, même si les avis sont divergents quant à la participation, quant à le caractère inclusif au cours des travaux. Grand merci à nos invités, Bréma Elidiko, membre de la commission de rédaction, Fatima Maïga, journaliste, Dr Ahmadou Touré, expert en gouvernance. Je suis Mariam Maïga, à la régie son et vidéo. Il y avait Adjaratou Traoré et Gagné Kanté. Grand merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.